Dans les vidéos précédentes de la playlist géopolitique du long XXe siècle, j'ai proposé une présentation de la démarche géopolitique. Nous sommes à l'automne 2023 et nous sommes rattrapés par une actualité tragique, la guerre autour de Gaza. Ce conflit est un véritable cas d'école pour la géopolitique. Ce n'est pas par hasard que la carte la plus représentée ces jours-ci est celle-ci. On a même vu le président turc Erdogan la brandir au cours de meetings ou à la tribune de l'ONU. La carte montre un rapport de force entre les deux acteurs principaux d'un conflit, l'inscription de ce rapport de force dans l'espace, sur le terrain, l'évolution de ce rapport de force dans le temps. Ce qui nous renvoie à la définition de la géopolitique proposée dans la première vidéo, l'étude des rapports de force et de la façon dont les rapports de force s'inscrivent dans l'espace. Mais cette série de cartes appelle une autre remarque sur la méthode géopolitique. On a là une représentation de la réalité, et cela veut dire deux choses. D'abord, une reproduction de la réalité. La carte est exacte, il n'y a pas d'erreur ou de falsification à relever. Mais aussi, c'est une mise en scène de la réalité, c'est-à-dire une représentation au sens théâtral du terme. Représentation qui est en faveur de l'un des acteurs, le peuple palestinien, dont on voit ici le territoire se réduire comme une peau de chagrin. Ce qui devrait conduire logiquement à une attitude compréhensive devant la réaction violente d'un peuple palestinien qui refuse de disparaître. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Que l'observateur qui se dit ou qui se pense impartial ne l'est jamais complètement. Il a toujours un présupposé qui se traduit dans les choix qu'il fait lorsqu'il explique ou lorsqu'il cartographie. Cela peut être relevé dès la première de nos cartes. Elle est simplifiée mais exacte, montrant l'essentiel des implantations juives en Palestine, c'est-à-dire les colonies installées par le mouvement sioniste entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle. Mais elle néglige quelque chose. Il y a toujours eu en Palestine une présence juive, indépendamment des colonies sionistes, une présence minoritaire mais non négligeable. Et à Jérusalem, il s'agit d'une grosse minorité. En 1946, la ville a environ 250 000 habitants, dont environ 100 000 juifs, 100 000 musulmans et 50 000 chrétiens. Ne pas l'évoquer, c'est oublier le lien historique et culturel, jamais complètement rompu, entre le peuple juif et la Palestine. Doit-on en conclure que toutes les explications géopolitiques sont partisanes, manipulatrices et donc sans intérêt? Certainement pas. Mais il faut bien comprendre le cadre et les limites de l'analyse géopolitique. Le géopoliticien n'est jamais complètement neutre. Parmi les grands noms de la géopolitique que j'ai évoqués dans les autres vidéos, il y a ceux qui défendent clairement un acteur. Mackinder, en 1904, défend la puissance britannique à son apogée. Brzezinski, en 1997, défend le maintien de la prépondérance américaine après la disparition de l'URSS. Haushofer, dans les années 30, défend la puissance future de l'Allemagne lorsqu'aura été réparée l'injustice du traité de Versailles. Alexandre Douguine, aujourd'hui, défend la restauration de l'ancienne puissance soviétique ou russe, c'est-à-dire il prend au sérieux la phrase de Poutine selon laquelle la disparition de l'URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique de notre temps.
Voilà pour quelques géopoliticiens que j'avais présentés dans d'autres vidéos et qui sont clairement au service d'un acteur. D'autres géopoliticiens, par contre, se déclarent favorables à un principe plus qu'à un acteur. C'est ce que j'ai appelé la géopolitique critique, qui se développe dans les années 1970 et défend la liberté, la paix, la révolution, la libération des peuples et autres beaux principes. Il faut préciser tout de suite que les deux catégories ne sont pas totalement différentes dans leur façon de procéder. Les géopoliticiens de la première catégorie, ceux qui défendent un acteur, peuvent tout à fait avoir des principes qu'ils associent à leur acteur préféré. Ainsi, Brzezinski, en défendant l'hégémonie américaine, est convaincu de défendre la démocratie partout dans le monde. Le chapitre qu'il consacre à l'Europe, il ne l'appelle pas l'allié docile des États-Unis, mais la tête de pont de la démocratie. A l'inverse, pour les géopoliticiens qui ont choisi de défendre un principe, il leur est arrivé régulièrement de désigner un acteur comme étant celui qui incarne le mieux leur principe préféré. Ainsi, certains ont pu penser que le principe d'émancipation de l'humanité était incarné par les révolutionnaires algériens ou vietnamiens ou autres. Mais hélas, les choses ne se passent pas toujours comme prévu par les intellectuels parisiens. Et il arrive un moment où il faut réaliser que les révolutionnaires en question ont lutté tout simplement pour l'indépendance à leur profit de l'Algérie ou du Vietnam, pas pour la libération de toute l'humanité. Tout ceci étant dit, comment se positionner ? Le géopoliticien ne peut pas prétendre rendre la justice en invoquant les lois éternelles de la géopolitique, tout simplement parce qu'elles n'existent pas. Le géopoliticien, alors je vais plutôt dire je, parce que en l'occurrence, c'est moi qui m'y colle. Si je poursuis la comparaison judiciaire, je ne peux pas prétendre être président de tribunal, je ne dois pas me poser en avocat ou en procureur. Par contre, je peux essayer d'être juge d'instruction. Celui qui instruit, c'est-à-dire documente le dossier, à charge et à décharge, qui s'efforce de le faire rationnellement et complètement, et qui laisse à d'autres le soin de juger. Sur la méthode, je dois présenter les acteurs du conflit, le rapport de force entre eux, l'inscription de ce rapport de force sur le terrain et l'évolution de ce rapport de force. Je dois le faire en changeant systématiquement d'échelle, à la fois dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, pour prendre en compte les enjeux locaux, les enjeux régionaux, les enjeux mondiaux. Dans le temps, s'éloigner pour comprendre l'inscription dans le long temps historique des motivations et des revendications des uns et des autres, se rapprocher pour comprendre le moment précis où se produit un tournant essentiel. J'ai dit que l'observateur le plus impartial avait quand même sa petite idée derrière la tête. Je n'échappe évidemment pas à cette règle. Alors pour éviter aux honorables auditeurs de tenter de deviner ce que j'ai derrière la tête, je vais leur dire moi-même et tout de suite. Je pense que le conflit est très complexe parce qu'il est une superposition, un mélange de plusieurs conflits pour lesquels les lignes de fracture ne sont pas les mêmes. Et il importe d'abord de voir clair sur ce point. Le conflit entre les mouvements islamistes et les démocraties occidentales, il existe et il est aujourd'hui au premier plan.
Les mouvements islamistes, alors eux-mêmes très divers et parfois ennemis, luttent contre la domination et les valeurs de l'Occident. Et dans cette lutte, ils bénéficient du soutien ou de la neutralité bienveillante des régimes autoritaires. Un qui est islamiste, l'Iran, et deux qui ne le sont pas du tout, la Russie et la Chine. Non seulement ils ne sont pas islamistes, mais ils luttent chez eux contre l'islamisme, la Chine au Xinjiang et la Russie dans le Caucase. Ceci dit, je ne crois pas que cette confrontation islamisme-Occident suffise à résumer le problème. Ce serait une faute grave d'oublier qu'au cœur du problème, il y a la confrontation de deux peuples, israéliens et palestiniens, qui se disputent la même terre. Alors bien sûr, je me demande qui a raison, mais si je suis de bonne foi, je ne peux que constater que chacun a de nombreux arguments pour démontrer que cette terre est à lui et pas à l'autre. Depuis toujours, lorsque un tel conflit d'intérêts oppose deux peuples, on soumet cela au jugement de la guerre. La guerre désigne un vainqueur et le vainqueur, c'est celui qui a raison. Or, pour le conflit Israël-Palestine, le jugement de la guerre a été sollicité en 1948-49, puis en 1956, puis en 1967, puis en 1973, puis de façon larvée et récurrente depuis les années 1980. Israël a toujours eu le dessus, mais aucune solution durable n'a été trouvée. C'est bien pour cela qu'a fait son chemin l'idée d'une paix de compromis, sur des bases qui ne peuvent évidemment pas être parfaites, mais qui soient acceptables par l'un et par l'autre. Les accords d'Oslo de 1993 proposaient les premiers pas sur le chemin d'une paix de compromis. C'est pour cela qu'on appelait cette tentative non pas la paix, mais le processus de paix. On sait que cette tentative a échoué. La plus élémentaire bonne foi conduit à en attribuer la responsabilité aux jusqu'au-boutistes non pas d'un camp, mais des deux camps. Le Hamas, côté palestinien, le courant incarné par M. Netanyahou, côté israélien. Ces deux courants sont restés sur le rejet du compromis et sur la recherche d'une victoire complète. Ils ont trouvé un soutien réel dans leurs peuples respectifs. M. Netanyahou a gagné les élections démocratiques de 1995, succès renouvelé à de nombreuses reprises ensuite. Et le Hamas a gagné les élections démocratiques à Gaza en 2006. Alors, ma position dans tout cela, je pense que c'est une faute grave de croire que le seul ennemi est le terrorisme du Hamas et que quand on l'aura vaincu, il n'y aura plus de problème. L'ennemi, c'est tous ceux qui s'opposent à la recherche d'une paix de compromis. Le Hamas, par ses actions terroristes, le gouvernement israélien, par la poursuite de l'occupation et de la colonisation. Une paix de compromis est la seule issue possible, pas seulement parce que la paix c'est mieux que la guerre, mais parce que c'est la seule façon d'éviter le risque d'un dérapage mortel, un conflit local insoluble dégénérant en conflit généralisé. Quand on est européen, il faut quand même pas oublier le souvenir de l'été 1914. Selon moi, l'action de la communauté internationale, et en particulier de la France, devrait favoriser, voire encourager énergiquement cette paix de compromis, puisqu'il y a, bien entendu, dans chaque camp, des partisans du compromis et des partisans de la lutte jusqu'à la victoire complète. Je n'ai pas vraiment l'impression que le président Macron soit allé dans ce sens avec sa proposition surréaliste de coalition internationale contre le terrorisme.
Enfin, je préciserai, s'il en était besoin, que je ne suis pas naïf et que je sais parfaitement que des partisans du compromis dans chaque camp, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais derrière la tête. Je peux à présent ouvrir le dossier et je vais me forcer d'en présenter les pièces sans chercher à privilégier celles qui apporteraient de l'eau à mon moulin. Je le ferai en présentant successivement dans les vidéos suivantes le terrain, les acteurs du conflit et leur représentation de ce conflit, l'évolution du rapport de force. Dans le cadre de ces vidéos, ces présentations sont assez brèves, jamais exhaustives, raison de plus pour éviter d'être caricaturales.